Le vide soudain du monde commença comme un murmure presque imperceptible, mais chargé d'une prémonition troublante, comme si la réalité avait perdu quelque chose d'essentiel aux premières lueurs du jour. Il n'y eut ni avertissement, ni drame, ni chute, ni explosion. Juste un instant presque banal, où tout sembla se décaler d'un demi-centimètre. Et soudain, le familier devint étrange. Quelque chose vibrait silencieusement. Quelque chose appelait depuis les apparences du quotidien. Et bien que personne d'autre ne le remarquât, vous en ressentiez l'impact comme un coup direct à l'âme. La musique qui autrefois vous embrasait ne faisait plus que remplir l'air. Les rires autour de vous résonnaient comme des échos calculés. Le goût des choses s'évanouissait avant même d'atteindre la mémoire. Rien ne mourut vraiment, mais tout semblait suspendu dans un espace où le sens se dissolvait lentement, comme la brume au soleil. Ce choc initial, que beaucoup tentent de taire ou de nier, est précisément le moment le plus dangereux et en même temps le plus fécond. Certains s'empressent de retrouver leur enthousiasme d'antan, s'accrochant à des activités qui leur paraissaient jadis infaillibles, comme si persévérer suffirait à rallumer la flamme. Mais plus on s'y emploie, plus l'étrange vide se confirme. La sensation n'est pas celle d'une absence, mais celle d'un intervalle. Un intervalle vivant, palpitant, qui recèle encore quelque chose d'innommable. Et c'est à cet instant que surgissent les premières questions, silencieuses mais accablantes. Pourquoi tout a-t-il perdu sa couleur? Pourquoi ce qui m'émouvait me paraît-il si lointain? Qu'est-ce qui a disparu au juste? Et pourquoi cela m'effraie-t-il autant? Carl Jung décrivait ce phénomène comme un profond bouleversement de l'axe de l'expérience vécue, une sorte de nuit intérieure qui ne détruit pas mais démantèle ce qui ne nourrit plus l'esprit. Il parlait de ce moment comme d'un seuil, d'une ouverture vers ce qui ne pouvait jamais émerger, tant que l'existence restait trop occupée à courir après de petites récompenses. Il ne s'agit ni de maladie, ni d'échec, ni de déclin moral. Il s'agit d'une réorganisation silencieuse des forces internes, un processus si intense que l'ancien répertoire émotionnel ne peut tout simplement plus suivre. Et pourtant, il est presque inévitable d'interpréter cet état comme une perte, car tout ce que l'on connaissait comme vitalité semblait dépendre de stimuli extérieurs, de brefs instants de plaisir, d'enchantements fugaces qui n'ont plus aucun effet. La vérité déconcertante, c'est que ce vide brise le cycle que vous considériez comme la vie. C'est comme si tout le mécanisme qui définissait vos goûts, vos motivations et même votre identité s'était momentanément désactivé. Certains tentent de le réactiver par tous les moyens, en cherchant de nouvelles distractions, de nouveaux plaisirs, de nouvelles façons rapides de ressentir quelque chose. Mais si vous êtes ici, en train de lire ceci, vous avez peut-être déjà compris que votre ancienne façon d'exister ne correspond plus à votre équilibre intérieur. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Ce qui vous passionnait ne vous passionne plus. Ce qui vous semblait suffisant aujourd'hui n'est plus qu'un bruit de fond. Un profond malaise s'installe en ce moment, car l'esprit s'obstine à chercher un coupable. Peut-être est-ce la fatigue, peut-être l'âge, peut-être le monde, les autres, la routine. Mais à y regarder de plus près, on réalise que rien de tout cela n'explique pleinement ce sentiment. C'est comme si une porte, toujours restée close, s'ouvrait soudain de l'intérieur. On ignore ce qui se cache derrière, mais on sent quelque chose se mouvoir lentement vers l'extérieur, tâter la lumière, respirer pour la première fois. Et simultanément, on éprouve une envie irrésistible de fuir, car ce quelque chose ne ressemble à rien de ce que l'on n'a jamais connu. La tension entre le désir de se dévoiler et celui de se replier sur soi devient presque insoutenable. C'est à ce stade que la pensée de Carl Jung devient une sorte de phare, non pas en offrant des réponses toutes faites, mais en éclairant la profondeur symbolique de cet état. Il percevait la perte d'enthousiasme non comme un déclin, mais comme un appel de l'inconscient vous invitant à abandonner les images obsolètes qui vous servaient de repères. Ce qui ressemble à une mort est en réalité le terrain préparé pour quelque chose de plus grand. L'ancien sens doit perdre de son influence pour qu'un autre puisse émerger. C'est inconfortable, étrange, brutal, mais nécessaire. Et plus vous vous efforcez de maintenir l'ancienne structure en vie, plus la transition devient douloureuse. Ce que peu comprennent, c'est que ce vide recèle un trésor. Il nous oblige à l'introspection. Privés des plaisirs d'antan pour nous soutenir, nous nous retrouvons vulnérables, à vif, face à nous-mêmes.
Alors surgit une question nouvelle, plus profonde que toutes les précédentes. Qui suis-je quand rien d'extérieur ne m'éveille? C'est cette question qui marque le véritable début d'un voyage intérieur. C'est elle qui désarme les défenses, déchire les illusions, révèle ce que nous avons fui. Et c'est elle qui ouvre l'espace au soi, cette instance plus profonde dont parlait Jung, pour commencer à se manifester, encore timide, encore voilée d'ombre, mais avec une puissance insoupçonnée. À ce stade initial, pourtant, presque personne ne perçoit la valeur de ce processus. Le sentiment dominant est celui de la perte de contrôle, de l'impossibilité de revenir à l'état antérieur. Mais c'est peut-être précisément là l'essentiel. Vous n'êtes pas fait pour reculer. Ce qui se joue en vous ne peut plus se cacher derrière la porte qui s'est ouverte. Quelque chose a changé à jamais. Il ne vous reste plus qu'à parcourir ce couloir intérieur, même sans en voir le bout. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, une part de vous sait déjà que fuir serait plus douloureux qu'avancer. Pendant ce temps, une transformation subtile s'amorce. Ce n'est pas encore la joie, ni le sentiment, ni l'illumination. C'est juste un souffle, presque imperceptible, comme si une nouvelle perception cherchait à se former. On sent qu'il y a quelque chose derrière le vide, quelque chose qui échappe à l'ancienne façon de ressentir. C'est comme si l'âme tentait de réapprendre à écouter le monde, mais à une fréquence totalement différente de celle qu'elle maîtrisait. Et c'est à ce moment précis que commence la véritable transition, celle qui, si on l'accepte, mènera à un nouvel état d'être. Mais avant cela, la question la plus dangereuse se pose, celle que beaucoup préfèrent éviter. Et si ce vide n'était pas une erreur? Et si c'était une invitation? Cette question ne cesse de vibrer, de grandir, de prendre de l'importance, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et c'est précisément à cet instant, lorsque vous reconnaissez enfin qu'en vous, quelque chose est appelé à s'éveiller, que le véritable voyage commence. Cependant, ce qui vous attend est plus profond, plus vaste et plus transformateur que tout ce que vous avez jamais vécu. Et le prochain pas exigera un courage insoupçonné. C'est précisément là que l'histoire bascule vers une nouvelle étape, celle où l'obscurité prend des contours inattendus et où de nouvelles forces intérieures émergent, exigeant d'être comprises. Le vide, désormais, n'est plus une simple absence, il est une prémonition. Et ce qui sera révélé ensuite pourrait tout changer. La transition se fait rarement brutalement. Elle s'insinue presque imperceptiblement, camouflée dans les gestes les plus simples du quotidien, jusqu'à ce que l'on réalise qu'un changement irréversible s'est opéré. Peut-être est-ce arrivé un matin ordinaire en buvant son café, quand l'on s'est aperçu que son goût n'était plus qu'un pâle souvenir. Ou peut-être lors d'une conversation avec un être cher, quand l'on a compris que ses propres réponses sonnaient automatiques, comme répétées par un acteur trop épuisé pour improviser. La rupture n'est pas venue de l'extérieur, elle a germé de l'intérieur, silencieuse, subtile comme une fissure qui ne révèle sa profondeur que plus tard. Et c'est précisément à ce moment-là que le corps commence à comprendre ce que l'esprit s'efforce d'ignorer. L'ancien mode de vie ne nourrit plus l'âme. Carl Jung affirmait que l'inconscient pousse parfois la conscience vers de nouveaux horizons. Et cette poussée est brutale. Il décrivait ce déplacement comme une déchirure dans le tissu intérieur, un détachement entre ce que l'on croyait être et ce que l'on est sur le point de découvrir. Et dans ce processus, les anciennes sources de plaisir perdent inévitablement de leur pouvoir. La métaphore de l'addiction n'est pas exagérée. Elle décrit avec justesse le sentiment de réaliser que toute sa vie s'est construite autour de petites doses de stimulation qui nous ont fait avancer sans pour autant éveiller notre véritable profondeur. Lorsque cette structure s'effondre, on se retrouve face à un miroir dans lequel on n'a jamais voulu se regarder, et tout ce qui paraissait solide semble désormais illusoire. Cela se manifeste dans les petites scènes du quotidien. Certains s'affalent sur le canapé après une journée épuisante, tentant de regarder quelque chose qui les captivait autrefois, et découvrent qu'au bout de 5 minutes, plus rien ne les touche. D'autres essaient de flâner en ville, espérant que le rythme des rues leur insufflera un peu d'énergie, mais réalisent que tout semble déplacé, comme s'ils observaient leur propre vie à travers un verre épais. Certains ouvrent leur armoire et sont surpris par l'indifférence envers des vêtements qui jadis suscitèrent des émotions, comme si chaque objet avait perdu son lien affectif. Et soudain, on réalise que tout autour de soi reste inchangé, mais que l'on n'est plus celui ou celle qui habitait cette scène.
Ce sentiment d'étrangeté n'est pas une erreur, c'est le symptôme qu'en vous, quelque chose a cessé de produire ce besoin impérieux qui rendait le soulagement si désirable. L'ancien mécanisme s'est effondré. Et quand cela arrive, vous découvrez qu'il est impossible de vous tromper vous-même. Aucune distraction ne peut combler le vide. Aucune nouveauté ne peut masquer le véritable mouvement intérieur. Le monde perd de son éclat, car cet éclat n'a jamais résidé dans le monde lui-même. Il résidait dans le jeu que vous jouiez avec lui. Lorsque le jeu prend fin, le paysage révèle sa simplicité nue, presque brute, exigeant que vous restiez là, sans artifice, sans échappatoire, sans les anciennes illusions. Et alors surgit la grande peur, le sentiment de devenir l'ombre de soi-même. Quelqu'un qui agit, parle, travaille, mais ne ressent rien. Quelqu'un qui arpente les mêmes rues, salue les mêmes personnes, accomplit les mêmes tâches, mais comme décalé de 2 centimètres par rapport à son propre corps. Il y a un décalage entre vous et votre vie, un fossé qui semble s'accroître chaque jour. Et pourtant, il y a une vérité profonde dans ce vide, quelque chose qui, bien qu'effrayant, possède une force silencieuse que vous reconnaissez sans la comprendre. Carl Jung disait que l'inconscient retire l'énergie des images anciennes lorsqu'il souhaite que la conscience évolue. Ce processus ne se déroule pas sans heurts. L'énergie psychique disparaît tout simplement des anciens objets d'intérêt, vous laissant démunis, sans direction et sans motivation. C'est à ce moment précis que beaucoup paniquent. Ils cherchent des diagnostics, des explications, des justifications rationnelles. Ils tentent de trouver un élément extérieur capable de leur rendre leur éclat perdu. Mais rien ne fonctionne, rien ne les satisfait, rien ne leur convient. Et c'est précisément cet échec répété qui marque le véritable début de la transformation. Certains décrivent cette période comme la traversée d'un couloir interminable où les murs semblent se refermer lentement. D'autres disent que c'est comme se réveiller dans une maison dont tous les meubles ont été déplacés du jour au lendemain. On essaie de se déplacer comme avant, mais on trébuche partout, on rencontre des obstacles là où il n'y en avait pas, et l'on est surpris de constater que nos repères mentaux ne correspondent plus au terrain. Cette désorientation est plus profonde qu'il n'y paraît. Elle indique que votre perception change en profondeur et non superficiellement. Vous n'êtes pas simplement triste ou fatigué, vous êtes amené à voir les choses différemment. Et c'est à cet instant précis que la métaphore de la pièce éclairée à la bougie prend tout son sens. Les ombres qui vous fascinaient jadis étaient faites d'attentes, de désirs et d'angoisses que vous aviez nourries sans vous en rendre compte. Chaque petite inquiétude, chaque quête de reconnaissance, chaque victoire éphémère alimentait le balai incessant des ombres. Mais lorsque la porte intérieure s'ouvre et que la lumière pénètre, les ombres disparaissent. Avant même de voir ce qui se trouve devant vous, leur disparition provoque la panique. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu. L'ancien récit perd tout son sens. Les anciens plaisirs s'évanouissent. Votre identité vacille. Rares sont ceux qui comprennent que ce démantèlement est le premier pas vers la révélation. Avant de voir ce que la lumière révèle, il faut se libérer de sa dépendance aux ténèbres. Cette perte est douloureuse. Elle semble injuste. Elle semble destructrice. Mais elle est inévitable. Et tandis que vos yeux s'habituent encore, tandis que l'excès de lumière vous aveugle encore, il subsiste une période de transition qui s'étend comme un mince pont au-dessus d'un abîme. Rien ne soutient, rien ne guide, rien ne rassure. C'est le vide absolu, cet espace où les anciennes fondations n'existent plus et où les nouvelles restent à former. C'est précisément dans cet intervalle que surgissent de petites situations inattendues, signes avant-coureurs d'un mouvement plus vaste. Peut-être remarquez-vous soudain qu'un silence particulier, celui qui s'installe entre deux pensées, semble plus immense que le monde extérieur tout entier. Peut-être réalisez-vous qu'une simple image, comme la lumière frappant une vitre, évoque une présence insoupçonnée. Ou peut-être se produit-il quelque chose d'encore plus mystérieux, une impression diffuse d'être observé de l'intérieur, quelque chose de patient, d'ancien, ce que Carl Jung décrivait comme le noyau le plus authentique de l'être, attendant son heure pour se manifester. Ces petits signes n'apportent pas de joie immédiate, ils suggèrent simplement que le vide n'est pas une fin, mais un commencement. Ils ouvrent une brèche, infime, mais réelle.
Une fissure par laquelle le nouveau commence à respirer. Et tandis que vous tentez de comprendre ce mouvement intérieur, quelque chose de plus grand se prépare silencieusement à émerger. Quelque chose qui exigera un courage sans précédent et qui transformera profondément votre perception de l'existence. Car ce voyage ne fait que commencer. Et ce qui émergera ensuite, lorsque le silence se mettra enfin à parler, changera complètement la nature du chemin. Le voyage s'approfondit presque imperceptiblement, et pourtant irréversiblement, comme si chaque jour creusait un centimètre de silence supplémentaire en vous. Ce n'est pas un silence vide, ni un silence confortable. C'est un silence dense, chargé de quelque chose qui reste à révéler. La vie continue à l'extérieur avec ses rythmes, ses engagements, ses exigences, mais à l'intérieur, quelque chose se réorganise dans un mouvement lent et souterrain, impossible à accélérer. C'est dans ce rythme que vous commencez à percevoir de petits changements dans votre façon d'observer le monde, comme si une nouvelle strate de perception émergeait, trop subtile pour être nommée, mais suffisamment persistante pour tout modifier. Et, de façon inattendue, vous vous surprenez à penser à Carl Jung, non pas comme à un théoricien distant, mais comme à une sorte de compagnon silencieux qui comprend cet état avant même que vous n'essayiez de vous l'expliquer. Ce qui est curieux, c'est que malgré toutes ces transformations intérieures, la vie quotidienne ne disparaît pas. On continue de faire ses courses, de parler aux gens, de remplir ses obligations, mais quelque chose a changé dans la façon dont on vit ses actions. Dans une file d'attente au supermarché, par exemple, on réalise qu'on ne ressent plus cette anxiété latente que tout finisse vite. À la place, il y a une sorte de neutralité sereine, comme si le temps s'étirait. À un autre moment, en écoutant quelqu'un se plaindre de la cohue, du chaos ou de l'injustice de la journée, on remarque que notre esprit ne s'engage plus dans le drame comme avant. Il observe simplement, tel un lac qui reflète sans absorber. Et c'est là que se produit la première rupture intérieure. Pourquoi est-ce que je me sens si différent sans avoir rien fait consciemment? La question la plus troublante est peut-être celle-ci. Ce changement signifie-t-il que je perds quelque chose ou que je gagne quelque chose que je ne comprends pas encore? Cette incertitude ouvre la porte à un malaise inattendu, mais aussi à une curiosité nouvelle, presque enfantine, qui s'insinue sans prévenir. Avec le temps, on réalise que la recherche des plaisirs d'antan est devenue presque mécanique. On ouvre l'application qui nous enthousiasmait jadis, mais on la referme en quelques secondes. On tente de réécouter des chansons mémorables, mais elles semblent lointaines, comme des objets inadaptés à nos mains actuelles. Même la quête de nouvelles distractions paraît artificielle, comme si chaque tentative renforçait l'idée que l'ancien système de stimuli ne peut plus alimenter notre perception. Et c'est là que les mots de Carl Jung résonnent avec force. Il disait que la psyché retire son énergie des formes anciennes lorsqu'elle est prête à émerger dans un nouveau symbole, dans une nouvelle direction. C'est comme si l'inconscient disait, avec une patience inflexible, qu'il est inutile de s'obstiner sur ce qui a déjà perdu son sens. À ce stade, il devient presque inévitable d'affronter une question que vous avez évitée. Pourquoi est-ce que je tente de revivre des plaisirs qui ne m'appartiennent plus? La réponse ne vient pas immédiatement, mais elle se manifeste dans le corps, dans un soupir involontaire, dans une soudaine légèreté qui apparaît lorsque vous admettez enfin que vous n'avez plus besoin de vous efforcer de ressentir ce que vous ne ressentez pas. C'est à cet instant précis qu'apparaît une petite ouverture. Un espace intérieur qui n'est ni joie, ni enthousiasme, ni angoisse non plus. C'est une sorte d'état neutre et pourtant vivant, un espace où la quête se dissout. Et la découverte surprenante, c'est que cet état n'exige rien de vous. Il ne vous demande ni de vous améliorer, ni de trouver un sens à votre vie, ni de la changer, ni de vous comprendre profondément. Il existe tout simplement comme un sol stable sous toute cette agitation superficielle. Une sorte de fondement qui a toujours été là, mais que vous n'aviez jamais remarqué, trop occupé à courir partout. Mais une autre question inévitable se pose alors. Si c'est si simple, pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Cette rupture dans le flux révèle le choc fondamental. La simplicité est terrifiante pour ceux qui ont passé des années à rechercher la complexité émotionnelle. Au fil des jours, vous réalisez que l'absence d'excitation ne signifie pas l'absence de vie. Elle signifie simplement l'absence d'agitation. La différence entre les deux n'a jamais été aussi nette.
Vous commencez à remarquer, par exemple, que le silence entre deux bruits est plus profond que n'importe quel stimulus, que le poids de votre propre respiration recèle une vérité insoupçonnée, que le simple fait de s'asseoir sans désir, sans attente, sans distraction, possède une étrange plénitude, et cette plénitude ne ressemble à aucun de vos plaisirs passés. Elle est douce, constante, presque imperceptible, et pourtant plus réelle. Carl Jung décrivait ce type de transition comme un passage vers l'axe le plus profond du moi, où l'énergie psychique cesse d'osciller entre les extrêmes et se stabilise dans un centre de gravité intérieur. Et face à cette nouvelle perception, quelque chose d'inattendu se produit. On ressent une sensation très subtile, presque comme une caresse légère sur la conscience. Et si cette neutralité n'était pas un problème, mais un signe de guérison? Cette question ouvre un nouvel espace, un espace qui fait respirer le corps différemment. En laissant cette possibilité s'installer, l'esprit commence à se détendre. Il n'y a plus l'obligation de rechercher l'intensité, il n'y a plus la pression de ressentir quelque chose d'extraordinaire. L'ancien besoin de sensations fortes, cette addiction à l'agitation, comme le disait Jung, commence à se dissiper. Mais en se dissipant, il laisse un malaise semblable à celui d'une maison soudainement devenue trop silencieuse. On se demande, puis-je vivre sans drame, sans quête, sans le tourbillon que j'ai toujours perçu dans la vie? La réponse n'est pas encore claire, mais quelque chose en vous se réorganise discrètement, comme une boussole qui recalibre sa direction. C'est à ce moment précis qu'une révélation subtile se produit. Ce n'est ni une explosion, ni une intuition fulgurante, ni un moment d'illumination. C'est simplement la prise de conscience que ce que vous appeliez vie émotionnelle intense n'était en réalité qu'un flux instable de tension et de soulagement. Et à cette prise de conscience, une question soudaine traverse le dialogue intérieur comme un éclair. Aurais-je confondu intensité et vitalité toute ma vie? Cette question résonne encore, ouvrant la voie à une lucidité inédite. L'expérience de l'existence, tout simplement, paraît moins menaçante et plus féconde. La neutralité s'anime, le silence gagne en profondeur, le corps se fait plus présent et, peu à peu, on sent venir quelque chose de nouveau. Non pas un retour en arrière, ni une émotion accablante, mais quelque chose qui émerge des profondeurs, d'un lieu si intérieur qu'il n'a pas encore de langage. Carl Jung appellerait cela l'émergence d'un symbole nouveau, surgi de l'ombre, prêt à redéfinir la totalité de notre expérience. Mais qu'est-ce qui est en train d'émerger, au juste? C'est la question qui résonne avec insistance, préparant le terrain pour la prochaine étape, celle où ce qui semblait vide commencera à parler d'une voix ferme et indubitable. Quelque chose se prépare et on le sent déjà, sans même savoir comment le nommer. J'ai entendu un jour une histoire curieuse de la part d'un homme qu'on n'aurait jamais imaginé vivre une expérience aussi profonde. Gardien de nuit, il menait une vie routinière et passait des heures à arpenter les mêmes couloirs silencieux d'un immeuble désert. Il racontait que, pendant des années, il avait cru que sa vie n'était qu'une répétition mécanique et que ce travail monotone ne pouvait rien apporter d'important. Pourtant, une nuit, en observant le gyrophare au bout du couloir, il ressentit quelque chose d'inexplicable, une sorte de présence apaisante qui ne venait pas de l'extérieur. Il expliqua que, soudain, il comprit qu'il n'y avait plus rien à espérer. Et pourtant, tout lui semblait parfait. Le plus impressionnant, c'est qu'il racontait cela naturellement, comme si on parlait de la pluie ou de la circulation, mais en le décrivant, son regard était d'une lucidité profonde, comme s'il avait perçu une vérité qui transcende les mots. Cette lucidité était si frappante que j'ai immédiatement pensé à Carl Jung, car il décrivait précisément ce genre de tournant silencieux, ce moment où l'être humain découvre que le sens ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans ce qui a toujours été à sa portée sans jamais être perçu. Cette histoire m'est revenue en mémoire, car elle contredisait toutes les attentes. Il n'était ni moine, ni intellectuel, ni en quête spirituelle. C'était simplement un homme qui marchait dans un bâtiment sombre. Et là, dans ce cadre en apparence si banal, quelque chose s'est produit, quelque chose de si improbable qu'on pourrait facilement en douter sans la clarté de ses paroles. Et c'est cette clarté qui m'a amené à me demander comment il se fait que les expériences les plus transformatrices jaillissent souvent précisément des lieux les plus simples. Passons-nous notre vie à chercher au mauvais endroit? Les réponses
ne se trouve-t-elle pas toujours dans les moments que nous négligeons? La question s'est imposée avec une force presque déconcertante, comme une porte intérieure poussée par un courant d'air invisible, mais perceptible. Quelques jours plus tard, je me suis souvenu d'un autre événement inattendu, tout aussi intrigant. Une femme m'a confié avoir traversé pendant des mois une période où plus rien n'avait de sens. Tout lui paraissait gris, mécanique, lent. Elle avait tenté de renouer avec ses anciens plaisirs, cuisiner, danser, peindre, mais rien ne suscitait en elle la moindre émotion. Un matin, assise dans sa cuisine, remuant distraitement une tasse de café froid, elle entendit le vent frapper à la fenêtre d'un rythme régulier, et, pour une raison inexplicable, ce simple bruit lui fit ressentir quelque chose d'intime. Pas d'illumination, pas d'épiphanie, pas de révélation fulgurante. Juste une sensation claire et paisible que cet instant suffisait, que ce moment, si banal et si infime, possédait une valeur intrinsèque qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Et ce détail imperceptible avait ravivé en elle une étincelle, non pas de joie explosive mais de calme absolu, un calme qui, selon elle, semblait plus réel que tous les plaisirs qu'elle avait recherchés toute sa vie. Cette situation m'a fait penser à ce que Carl Jung décrivait. L'inconscient se manifeste parfois par des signes presque imperceptibles, mais porteurs d'une immense puissance symbolique. Il disait que de petits mouvements intérieurs peuvent annoncer de profondes transformations, et que l'on s'attend souvent à des événements grandioses, tandis que le psychisme œuvre dans les détails, dans le souffle, dans le moindre geste. Et il est curieux de constater comment cela se répète dans les récits de ceux qui traversent cet état d'absence de joie. Ce n'est pas un changement qui explose d'un coup, il s'insinue, comme une lente marée qui façonne la plage. C'est pourquoi tant de gens résistent, parce que l'esprit attend un éclair de lumière, mais l'âme arrive comme une brise. À y regarder de plus près, le récit acquiert une étrange cohérence. La vie semble orchestrer ces rencontres improbables, précisément au moment où l'on est le moins disposé à les percevoir. C'est comme si l'existence tout entière attendait que l'on abandonne cette quête frénétique pour se révéler enfin. Mais simultanément, un malaise inévitable surgit. Pourquoi tant de gens ne parviennent-ils à percevoir ce genre de présence que lorsqu'ils perdent tout intérêt pour ce qui leur procurait autrefois de la joie? Et plus encore, comment quelque chose d'aussi simple peut-il receler autant de sens? Il n'y a pas de réponse claire, seulement le sentiment que la psyché humaine a son propre rythme et ses propres exigences, et que ces moments ne se soumettent pas à la logique du désir. Dans bien des cas, la transformation commence par ce qui ressemble à une perte. Les anciens stimuli ne fonctionnent plus, l'enthousiasme disparaît. Plus rien ne réveille cette vibration émotionnelle familière. L'impulsion immédiate est de tenter de récupérer ce qui a disparu, comme quelqu'un qui essaie de rallumer une flamme en soufflant de toutes ses forces, sans réaliser que le problème ne réside pas dans le souffle, mais dans la matière qui ne s'enflamme plus. Et c'est précisément à ce moment que se produit le tournant le plus profond. On commence à comprendre que l'effort lui-même est l'obstacle. Plus on essaie de revivre d'anciennes joies, plus on réalise qu'elles ne font plus partie de notre être. C'est comme essayer de porter des vêtements qui allaient parfaitement, mais qui sont maintenant trop serrés, inconfortables, et limitent nos mouvements. L'esprit s'obstine à les porter car il en connaît la forme. Mais le corps a déjà changé. Et c'est précisément à cet instant, lorsque tous les efforts échouent, que surgit la réelle possibilité d'une nouveauté. Le processus est loin d'être aisé. On a d'abord l'impression de perdre pied, comme si tout sens s'était évaporé. Mais ce manque de repères est en réalité l'espace qui s'est enfin ouvert. Le vide, tant redouté, est le réceptacle qui attendait d'être rempli. Et c'est là qu'entre en jeu un élément fondamental. Carl Jung affirmait que c'est précisément dans le vide que l'inconscient agit avec la plus grande intensité, réorganisant les symboles, transformant les énergies, créant de nouveaux liens. C'est pourquoi tant de personnes décrivent cette période comme une attente silencieuse, dense mais étrangement fertile. Un autre événement improbable me revient à l'esprit. Une personne a raconté qu'au plus fort de ce sentiment de vide, elle a vécu une expérience qui semblait totalement déconnectée de son tumulte intérieur. En marchant dans la rue, elle a remarqué un chat debout sur le trottoir. Observant la circulation
avec une tranquillité absolue. Une scène si banale qu'elle serait normalement passée inaperçue. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'hypnotique dans la posture de l'animal, quelque chose qui suggérait une présence pleine, entière, sans effort. Cette personne a dit être restée là pendant près de 5 minutes à regarder le chat, car elle ressentait quelque chose de si profond dans cette immobilité qu'elle en était restée sans voix. Curieusement, elle a décrit cette expérience non pas comme une émotion, mais comme une clarté presque troublante qui révélait l'absence de tout besoin de mouvement intérieur. Et en la racontant, elle a réalisé qu'elle n'avait peut-être jamais compris ce que signifiait simplement d'exister avant de voir ce chat debout dans la rue. Ce genre d'événement si improbable, si insignifiant, si quotidien, possède une force qui défie toute logique. Il révèle un changement de perception qui ne dépend plus de l'excitation, de la nouveauté ou de l'intensité. Il montre que la vie continue de parler, même quand on se croit sourd. Il suffit de cesser d'exiger qu'elle parle fort. Il suffit de la laisser murmurer. Et c'est précisément ce que tant de personnes découvrent à ce stade de leur cheminement. Le vide n'est pas une fin, mais un commencement. C'est une invitation à une nouvelle façon de percevoir les choses, une façon plus simple, plus profonde, plus authentique. Mais une question se pose alors qui accompagne silencieusement ce processus. Suis-je prêt à accueillir la nouveauté? Cette question n'a pas de réponse immédiate, et peut-être n'en a-t-elle pas besoin. L'important est de reconnaître que, contrairement à ce que vous imaginiez, rien ne se perd. Ce qui se produit, c'est que le superficiel cède la place à l'émergence d'une réalité plus authentique. Et même si vous ne l'avez pas demandé, même si vous n'avez pas désiré cette transition, elle a déjà commencé. Le prochain mouvement viendra de l'intérieur, et lorsqu'il se produira, il apportera une nouvelle forme de présence, quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui approche avec la force tranquille de celui qui n'a jamais cessé d'exister. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se révèle. À un certain moment, quelque chose en vous se met à trembler plus intensément, comme si le processus, jusque-là silencieux, prenait un rythme propre, ferme et inéluctable. C'est comme si l'immobilité précédente, cette neutralité presque anesthésiante, commençait à se fissurer de l'intérieur, révélant une tension nouvelle, dense et inattendue. Vous le ressentez au réveil, un jour en apparence ordinaire, lorsque vous percevez une sorte de vibration dans l'air, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce n'est ni de l'enthousiasme, ni de la peur, ni de l'attente. C'est quelque chose de plus complexe, qui rappelle l'agitation de la terre sur le point de se dérober sous vos pieds. Et aussi désagréable que cela puisse être, on a la nette impression que cette tension ne vient pas de l'extérieur. C'est l'intérieur qui se réorganise, comme si une nouvelle couche repoussait les anciennes pour faire place. C'est précisément à ce moment que la métaphore de la chenille se dissolvant dans son cocon acquiert une précision presque douloureuse. La dissolution n'a rien de glorieux. Il n'y a ni beauté apparente ni sens immédiat. Il n'y a que la perte de forme. On la ressent comme on sent sa propre structure émotionnelle s'adoucir, céder, défaire des contours qui semblaient définitifs. Il est impossible de rester ce que l'on était. Et simultanément, il n'y a toujours pas de forme pour ce que l'on devient. C'est dans cet intervalle, dans cet état de non-être, que l'esprit tente désespérément de reconstruire un semblant de sécurité. Mais rien de ce qu'il propose ne tient. Rien n'a assez de poids. Rien n'a de vie. La sensation est celle d'être fait de poussière et de vent. C'est dans cet état de vulnérabilité que surviennent de petits bouleversements intérieurs, parfois si brusques que le corps réagit avant même que la conscience ne les perçoive. Vous pourriez marcher en silence, vaquer à des tâches simples, lorsqu'une sensation soudaine de vide profond vous envahit, comme si quelque chose vous avait été arraché du cœur. C'est un choc silencieux, un effondrement momentané de tout ce qui semblait, même de loin, stable. Et l'esprit, incapable de le nommer, réagit par cette question muette qui résonne comme un avertissement. Que m'arrive-t-il? Et avant même de trouver une réponse, quelque chose de surprenant se produit. Non pas une solution, non pas un répit, mais une lucidité troublante. Une lucidité qui dit, sans mots, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette prise de conscience marque un tournant. Un tournant que Carl Jung décrivait comme l'instant précis
où l'inconscient prend les rênes, guidant la psyché dans une direction hors du contrôle de la conscience. C'est le moment où les vieux schémas émotionnels se vident de toute substance et où toute tentative de les retrouver devient presque grotesque. Il n'est plus possible de feindre l'enthousiasme. Il n'est plus possible de simuler l'intérêt. Il n'est plus possible de maintenir le masque de la personne que l'on croyait être. La dissolution est réelle, et paradoxalement, c'est précisément à ce moment que le processus s'intensifie. Les jours peuvent s'écouler ainsi, entrecoupés de silence et de vagues de tension intérieure. Mais il existe des moments particuliers et étrangement troublants, où l'on ressent comme une fissure traversant la surface de notre psyché. Une fissure qui ne détruit pas, mais révèle. Comme cet instant où, sans prévenir, on se surprend à observer ses propres pensées avec un détachement absolu, comme si l'on était une autre personne. Ou encore lorsqu'on remarque que nos réactions habituelles ont tout simplement disparu. Quelqu'un dit quelque chose qui, auparavant, nous aurait profondément irrités, et l'on réalise qu'il n'y a aucune réaction émotionnelle. C'est comme si la machine s'était éteinte, et, de façon presque déconcertante, cela ne semble pas être un problème. Cela semble simplement être un fait. Mais alors surgit l'inévitable tension. S'il n'y a plus de joie, plus de recherche, plus d'identification à ce qui définissait autrefois votre personnalité, qui vit réellement votre vie à présent? Cette question n'est pas rhétorique. Elle marque le début d'une rupture plus profonde. Carl Jung disait que lorsque la conscience atteint une limite, quelque chose de plus ancien et de plus vaste tente d'émerger des strates cachées de l'être. Et cette émergence est brutale. Elle se manifeste par un bouleversement radical du centre de gravité intérieur. On la ressent comme une étrange expansion de l'espace en soi, comme s'il y avait plus de place, plus de profondeur, plus d'ombre et, en même temps, plus de silence. À partir de ce moment, le récit intérieur change de ton. On commence à comprendre que la stagnation apparente masque une intense réorganisation. C'est comme si des forces profondes, jusque-là dormantes, se réveillaient lentement, repoussant de vieux fragments, des souvenirs oubliés, des désirs fanés. Un malaise croissant s'installe, comme si le corps réagissait à quelque chose d'invisible. Et soudain, une sensation inattendue surgit, comme s'il était possible d'observer sa propre dissolution avec un calme presque impossible. Un calme qui n'est pas de l'indifférence, mais une sorte d'acceptation ancestrale, primordiale, viscérale. Mais cette acceptation n'est pas sans conflit. Par moments, on a presque envie de lutter, de résister, de s'accrocher aux moindres vestiges de sens passé. Et, à ces instants-là, la tension atteint son paroxysme, comme si elle était sur le point d'exploser. Mais rien n'explose, rien ne s'effondre. Ce qui se produit est bien plus troublant. La lutte s'affaiblit, la résistance se dissout. Tenter de maîtriser le processus devient si épuisant qu'on finit par abandonner. Un abandon qui n'a pas le goût de la défaite, mais celui de la soumission. Et à cet instant précis, quelque chose de délicat se révèle. C'est comme si un mince fil de lucidité émergeait du brouillard. Ce n'est ni la joie, ni un but, ni une révélation. C'est simplement la perception immédiate, presque physique, d'être pleinement vivant, ici et maintenant. Ne pas vivre pour quelque chose, ne pas poursuivre un but, ne pas chercher à récupérer quoi que ce soit, juste vivant. Et cette perception est si directe, si simple, si dénuée de tout artifice, qu'elle en est presque effrayante, car on réalise avoir passé des années, voire des décennies, sans jamais éprouver ce sentiment. Et puis, au cœur de cet état brut, une nouvelle tension surgit, non pas une tension de douleur, mais d'invitation. C'est comme si une voix vous murmurait que l'étape suivante est proche, que la dissolution n'était que le commencement, que quelque chose est sur le point d'émerger des profondeurs que vous évitiez de voir. Et cette perception, bien que subtile, porte un poids indéniable, un poids qui annonce le changement, un poids qui annonce la forme. Le processus atteint ce point liminal où le silence intérieur cesse d'être une simple absence et commence à se densifier. Quelque chose se condense, quelque chose qui n'appartient plus à votre ancien vous, quelque chose qui ne se limite pas à la dissolution. Quelque chose qui aspire à naître, et vous réalisez avec une clarté presque effrayante que vous êtes sur le point de franchir un seuil qui changera radicalement votre existence. C'est presque là, tout près,
À l'approche du terme de ce voyage, vous réalisez que ce qui vous a semblé un effondrement silencieux est en réalité le fondement d'une nouvelle manière d'être. Ce que vous avez traversé, la perte des joies d'antan, la dissolution d'identités usées, cette étrange neutralité qui ressemblait à un désert, n'était ni une erreur, ni une punition, ni le signe d'une rupture intérieure. C'était un appel profond, intime et inaliénable. Carl Jung disait que le psychisme ne gaspille pas d'énergie, il la rassemble lorsqu'il s'apprête à la rediriger vers quelque chose de plus grand. Et c'est précisément ce que vous avez vécu, même inconsciemment. Désormais, ce qui paraissait vide se révèle être espace. Ce qui semblait être silence se révèle être écoute. Et ce qui semblait être absence se transforme en présence. Mais comment appliquer cela concrètement à la routine quotidienne qui exige sans cesse de simples gestes? La réponse, contrairement à ce que l'esprit attend, ne requiert pas de grands rituels. C'est un chemin fait de petites postures, de rencontres discrètes avec soi-même. Au réveil, lorsque l'on ressent ce poids familier, il n'est pas nécessaire de lutter contre lui, ni de chercher à le neutraliser. Il suffit de reconnaître « c'est là ». C'est le premier geste pratique. Accepter son paysage intérieur avant même d'essayer de le changer. Cette acceptation en apparence passive est le point de départ de la transformation. Carl Jung affirmait que rien ne peut changer tant que ce n'est pas pleinement accepté. En pratique, cela signifie prendre son café, faire son lit, accomplir les tâches nécessaires sans exiger que ces actions procurent du bonheur. Les laisser être simplement ce qu'elles sont. Au fil des jours, cette simple prise de conscience engendre des changements inattendus. En marchant dans la rue, on commence à réaliser qu'il est inutile de chercher une émotion dans le mouvement des voitures, ni une intention dans les expressions des gens. Être simplement là, pleinement présent à soi-même, suffit. C'est un exercice quotidien de présence, si courant qu'il en est surprenant. Et c'est précisément cette simplicité qui ouvre la voie à quelque chose de plus profond. Carl Jung percevait ce processus comme une réorganisation symbolique. Le monde extérieur cesse d'être un champ d'exploration pour devenir le reflet d'un mouvement intérieur. Cela ne signifie ni isolement ni indifférence. Cela signifie maturité émotionnelle. On ne dépend plus des stimuli pour exister. On existe et c'est ce qui soutient toute chose. Une autre étape pratique, peut-être la plus difficile, consiste à renoncer à la comparaison. Non seulement avec votre passé, mais aussi avec la vie des autres, avec des récits qui paraissent plus vivants, avec des situations qui semblent plus colorées. La comparaison vole l'authenticité de l'expérience présente. Chaque fois que vous dites « j'étais plus vivant avant » ou « pourquoi les autres semblent-ils plus heureux », vous renvoyez votre énergie vers le passé ou vers le monde extérieur. Et c'est précisément cette énergie qui se concentre pour votre transformation. Lorsque la comparaison surgit, et elle surviendra, vous pouvez simplement observer sans vous laisser emporter par vos pensées. Reconnaissez « je suis ici ». Ce que j'étais avant n'est pas ce que je suis maintenant. Et ce n'est pas un problème. Ce simple geste commence à réaligner votre perception et vous permet de rester pleinement présent. Avec le temps, on commence à remarquer quelque chose d'encore plus surprenant, la stabilité. Non pas la stabilité artificielle recherchée auparavant, mais une stabilité qui jaillit de l'intérieur, comme si l'âme avait enfin trouvé le repos. Il ne s'agit pas de joie au sens commun du terme, ni d'enthousiasme. C'est une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. La neutralité qui semblait jadis synonyme de mort se dévoile peu à peu, révélant des strates, des profondeurs, des nuances. On a le sentiment de pouvoir exister sans que le monde ait besoin de valider notre existence. Et cela en soi est libérateur. À ce stade, une intuition pratique commence à se dessiner. Il n'est pas nécessaire d'attendre de ressentir quelque chose pour agir. On peut agir et par l'action, quelque chose se met en mouvement en nous. Lorsque la motivation vous fait défaut, faites ce qui se présente à vous. Non par obligation, mais en pleine conscience. Lavez la vaisselle en sentant l'eau. Marchez en ressentant le poids de vos pas. Respirez en observant l'air qui entre et sort. Ce sont des actions apparemment insignifiantes, mais elles réorganisent l'esprit et vous redonnent le sentiment d'appartenir à votre propre corps. Jung voyait dans ce retour au corps
Un retour au symbolisme primaire, au fondement concret du soi. Et puis vient la plus belle partie de ce voyage. Peu à peu, le monde se révèle à vous sous un jour nouveau. Non pas dans des explosions de joie, ni dans l'extase ou l'euphorie, mais avec une profondeur sereine. Vous réalisez que les choses les plus simples recèlent des significations auparavant invisibles. Un rayon de lumière perçant un rideau, le bruit de l'eau qui remplit un verre, le silence entre deux phrases. De petits signes qui montrent que vous n'avez pas perdu votre capacité à ressentir. Vous avez simplement dépassé votre ancienne façon de ressentir. Et c'est cela, grandir. C'est ici que naît votre nouvelle boussole intérieure. Elle ne pointe ni vers le plaisir ni vers l'évasion, mais vers le présent. Et ce présent, avec le temps, fait émerger des sensations jusque-là latentes, une gratitude silencieuse, une perception accrue, une clarté inattendue. Rien de tout cela ne peut être forcé. Mais tout peut être accueilli. Carl Jung serait de votre côté à ce stade, affirmant que le sens ne se trouve pas, il se révèle, et que cette révélation survient toujours lorsque l'ego cesse de vouloir contrôler le processus. Maintenant, en repensant à tout ce que vous avez traversé, vous comprenez peut-être que le vide n'était pas une chute, mais une porte, que l'absence de joie n'était pas un déclin, mais une maturation, que votre ancienne façon d'exister était trop étriquée pour l'immensité qui s'offre à vous. Vous êtes devenu plus grand que vos anciens plaisirs, plus profond que vos anciennes aspirations, plus réel que ce que vous croyiez être. Et, face à cela, la question ultime se pose. Que ferez-vous de cette nouvelle conscience? La réponse est simple. Vous avez déjà commencé. Continuez. Continuez d'observer. Continuez d'exister sans exiger que tout suscite une émotion. Continuez à marcher avec cette même présence simple, silencieuse et entière qui est devenue le cœur de votre transformation. Et lorsque vous ressentez de la peur, souvenez-vous, c'est le chemin. Carl Jung disait que ce que l'on craint le plus est toujours proche de ce dont on a le plus besoin. Continuez à explorer ce qui semble vide, car c'est précisément là que la vie se réorganise pour vous. Et maintenant, si ce voyage vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a éveillé en vous clarté, réconfort, curiosité ou même un léger soulagement, alors laissez un simple geste en retour. Aimez cette vidéo, commentez, même anonymement si vous préférez. Partagez votre cheminement, vos questions, votre expérience et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous poursuivons ce voyage ensemble, pas à pas, silence après silence, jusqu'à ce que chacun trouve sa propre voie vers la renaissance.